On va commencer parce que le temps nous est compté. On va essayer d'avoir ensemble une session interactive sur les urgences maternelles, en tout cas les situations critiques en obstétrique. Merci d'être là. Donc moi je suis Max Mondales, donc je suis PH d'anesthésie à la maternité Jean de Flandre ici à Lille, et je suis secondé donc du coup de ma collègue Anne-Sophie Baptiste qui est anesthésiste réanimatrice aussi au CH de Roubaix. Donc 100% nordiste. Bienvenue chez nous à Lille. Et donc du coup on voulait faire une heure et demie de session interactive sur ces urgences maternelles. On va d'abord commencer par des urgences plutôt neurologiques et on va passer dans un deuxième temps sur des urgences plutôt cardiaques avec l'arrêt cardiaque. Et si on a de la chance, parce que malheureusement on a eu un petit contretemps, on devait se faire livrer des mannequins pour faire de la simulation procédurale pour l'arrêt cardiaque qui vont normalement arriver en cours d'atelier. Et si ça arrive vers la fin de l'atelier, voire même à la fin de l'atelier, je vous invite éventuellement, si ça vous va et si les organisateurs sont OK, d'éventuellement déborder sur la pause si vous voulez vous entraîner au massage cardiaque sur mannequin, ce qui peut être pas mal. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher. Comme c'est interactif, on va un peu bouger tout ça. Vous m'entendez bien au fond? J'ai plutôt la voix qui porte, tout ça. Donc voilà. Alors, juste pour savoir vos corps de métier, obstétricien, obstétricienne, sage-femme, ouais, ok, principalement. Il y a d'autres corps de métier? C'est principalement, c'est pour savoir si on avait touché le bon public. Mais on n'avait pas trop de diabar a priori. Bon, alors du coup, moi je vais m'occuper de vous présenter des petits cas cliniques sur les urgences neurologiques. En partant des trucs de la vraie vie, j'avais apporté plein de matériel justement pour que vous puissiez vous exercer également et puis vous montrer un peu des petites choses pratiques. Alors, du coup, je voulais commencer par ce petit cas clinique avec Madame F, multipare à 32 semaines, un suivi de grossesse sans particularité. Et en fait, c'est une patiente qui est suivie en niveau 3 pour une HTA gravidique et un diabète gestationnel insuliné. Et en fait, comme ça peut arriver, elle arrive inopinément dans les urgences d'une autre maternité plus petite, cette fois-ci de niveau 2-1. Et en fait, elle est déjà en travail à 32 semaines avec des ARCF. Et donc, dans le contexte, vous décidez de ne pas transférer à la patiente au vu du contexte obstétrical. Par contre, effectivement, ce n'est pas le même niveau de maternité. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est principalement la présence ou pas de l'anesthésiste dédié à l'obstétrique. Parce que forcément, situation critique en obstétrique, c'est les messages, ça va être de vous faire être en première ligne pour gérer certaines situations. Et si l'anesthésiste il est là tout de suite, bah, c'est moins drôle. Et ça peut vous arriver, bien entendu. Et en fait, donc, dans ce contexte de terme en dessous de 33 semaines, il est décidé de mettre en place du sulfate de magnésium pour la neuroprotection du prématuré. Et donc du coup, vous contactez votre pédiatre dans le contexte. La patiente arrive en salle de naissance, on lui propose une péridurale, et là, sa péridurale. Et comme souvent, l'anesthésiste, il gère aussi le bloc attenant, et donc il doit partir pour prendre en charge une péritonite en choc septique. Et donc la patiente, donc vous vous retrouvez sans anesthésiste immédiatement. Une heure après, ça se passe plutôt bien, le RCF se normalise, vous avez fait votre bolus de sulfate de magnésium, elle est sous 1 grammeur du coup de sulfate de magnésium pour la neuroprotection du prématuré. La péridurale est en charge et la patiente est bien soulagée. Donc jusque-là, tout va bien, mais vous attendez forcément à la chute. Et en fait, vous êtes appelé parce que donc la sage-femme qui s'en occupe, une heure après, revient voir cette patiente et la retrouve inconsciente. Donc un contexte d'HTA gravidique, hein, donc la patiente a fait une poussée hypertensive à 22,12. Donc vous entrevoyez du coup, le coma. Donc vous suspectez un coma. Et en fait, le coma, on a une vision assez floue de ce que c'est finalement. Et en fait, alors que la définition elle est assez claire, qui peut me dire ce que c'est qu'un coma? C'est quoi les mots-clés qui vous viennent à l'esprit comme ça? Perte de conscience, ok. Donc conscience, est-ce qu'il y a un deuxième mot qui vous vient à l'esprit? Contact, oui. Donc ça veut dire que la patiente n'ouvre pas les yeux, c'est ça? Donc en fait, les deux mots-clés, c'est en fait vigilance et conscience. C'est deux choses différentes. En fait, quand on est dans le coma, on a d'abord une altération de la vigilance, c'est-à-dire qu'en fait, on est les yeux fermés. On n'est pas vigile. D'accord? Donc on peut avoir une altération de la vigilance. Genre, je sais pas, il y a un problème neurologique qui fait qu'on a les yeux fermés, mais qu'on est quand même ouvert à ce qui se passe et on a
conscience de l'espace, de l'environnement, etc., etc. Et ça, c'est la deuxième partie qui est en fait la conscience. Et en fait, la conscience, euh, euh, c'est ce qui régit les réponses aux stimulations. D'accord? Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est en permanence stimulé par des stimulations auditives, visuelles, sensorielles, etc., qui nous maintiennent éveillés. D'accord? Et ça, c'est la conscience. Et donc, en fait, on a, par exemple, visuel, auditive, le toucher et la douleur. Et donc, ça, c'est important comment dire, à évaluer pour savoir si le patient est ou pas dans le commun. Okay? Donc, vous allez, du coup, faire appel à des stimuli sensoriels ou douloureux pour évaluer la profondeur du commun. Ok, ça vous paraît logique? Ouais. Bon, par exemple, pour tester l'absence d'ouverture des yeux, il y a des patients qui ont spontanément les yeux fermés, mais en fait, quand vous les stimulez, ils ouvrent les yeux. Donc en fait, si à la stimulation, la patiente ouvre les yeux, elle n'est pas dans le coma. Ou en tout cas, ce n'est pas un coma très profond. Okay? Et pour évaluer ça, eh ben, on va appeler la patiente. Madame, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. D'accord? Et bien en fait, si la patiente ouvre les yeux et vous serre la main, a priori, elle n'est pas dans le coma. Donc c'est des petites choses qu'on a tous appris, mais c'est des petites choses simples. L'absence de réponse verbale, il faut du coup poser une question, d'accord, qui appelle à une réponse. Si vous dites, si vous posez une question hyper compliquée, c'est pas comme ça que vous allez bien évaluer. Il faut que la question soit précise. Et si vous dites, vous m'entendez, et la patiente fait oui, ou alors elle fait ou rien, ben c'est pas pareil. Okay? Donc en fait, ouais, je sais, mais bon, comme c'est un atelier, on va. Si jamais, écoutez, alors, si jamais vous avez besoin, vous avez un micro sensible, voilà, qui vous permettra d'avoir un enregistrement correct. Du coup, je vais à la fois parler pour vous et puis pour la bande qui nous enregistre. Voilà, et donc la patiente, et vous entrevoyez que finalement ces questions-là, ça va vous aider à coter le score de Glasgow, ça vous parle. En fait, c'est les éléments qu'on va retrouver. Mais je pense que pour vous, le plus important, c'est pas de coter, de savoir si le Glasgow il est à 5, à 8 ou à 12, d'accord? C'est surtout de savoir si la patiente est dans le coma profond ou pas, pour entreprendre des actions. Et la troisième chose, c'est est-ce que la patiente a une réponse motrice? Okay? Donc il va falloir que vous lui demandiez de faire un effort moteur. Donc si vous dites serrez-moi la main et qu'il ne se passe rien, eh ben, il va falloir aller plus loin et stimuler de façon nociceptive la patiente. Okay? Donc il y a deux manières un peu barbares, moins barbares que dans le temps, mais qui permettent d'évaluer effectivement si la patiente répond à la stimulation nociceptive. La première, c'est de faire ce qu'on appelle la manœuvre de Pierre-Marie Foy, c'est-à-dire que vous allez imaginer la patiente est allongée, vous allez prendre comme ça très très fort et pincer ici. Voilà. Si la patiente ne répond pas avec ça, c'est que vraiment le coma est plutôt profond. Et sinon, ce qu'on fait beaucoup en réanimation aussi, c'est que vous prenez un stylo ou n'importe quoi et vous pincez la lunule de l'ongle très très fort comme ça. Voilà. Et si la patiente ne répond pas, c'est qu'elle est en coma profond. Alors, il peut y avoir des mouvements de retrait, etc., mais pour vous, c'est pas l'essentiel. Donc c'est des choses simples qui permettent d'évaluer si la patiente est dans le coma ou pas. Est-ce que vous savez me dire si un patient qui est inconscient est dans le coma ou s'il est en arrêt cardiaque? C'est pas la même chose quand même. C'est quoi qui va différencier les deux? Le pouls, qui a d'autres idées? La respiration, ok. Donc c'est quoi? Donc ma collègue va en parler après, mais la définition de l'arrêt cardiaque, c'est quoi? Quelqu'un qui est inconscient et qui ne ventile pas. On est d'accord que la présence du pouls n'est pas nécessaire, mais on verra après. Voire même, il est conseillé de ne pas prendre le pouls. Okay? Donc ce qui va différencier les deux, donc si vous suspectez un coma, la première chose à faire, c'est d'éliminer un arrêt cardiaque. Parce que peut-être que c'est un arrêt cardiaque, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut d'abord voir si la patiente respire ou pas. Donc si elle est dans le coma, elle ventile. Et dans le jargon, chez nous, on dit ventiler plutôt que respirer. Alors, juste un petit... parce que, en fait, moi, j'aime bien comprendre, et j'imagine que vous aussi. Et en fait, le coma, quand on est dans le coma, c'est qu'en fait, le centre de l'éveil qui est situé ici dans le tronc cérébral, il ne marche pas. Imaginez que c'est une tour de contrôle. Si la tour de contrôle ne marche pas, on est dans le coma. Et il y a plein de causes qui peuvent expliquer le fait que cette tour de contrôle ne marche pas. Et je pense que au lieu de vous lister, alors les causes du coma, c'est ça, 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 le mieux c'est de partir de la base et d'essayer d'imaginer quelles sont les lésions qui peuvent entraîner ça. Alors, donc ça c'est la première chose, donc il y a la tour de contrôle, et en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a toujours des stimuli qui alimentent cette tour de contrôle. Donc elle reçoit des informations du cortex
cérébral qui est, lui, du coup, réceptif à l'environnement. Et par exemple, du coup, le cortex visuel, auditif, le toucher, etc., ça va envoyer des signaux à la tour de contrôle. Bien entendu, pour vous, là, si vous êtes en pleine journée, que la musique elle est à fond et qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous secouer, vous n'avez pas envie de dormir en fait. C'est normal. Donc quand on est dans le coma, c'est que ça peut ne pas marcher aussi. Alors, donc le coma, c'est soit la tour de contrôle qui ne marche pas, okay, soit c'est en fait ce qui envoie les informations qui permettent de rester éveillé qui ne marche pas. Vous êtes d'accord? C'est facile. Donc, si on a ça ou ça, on se met dans le coma. Et on va voir les causes une par une pour que vous puissiez ensuite réfléchir sur la patiente qu'on a dit. Alors, d'après vous, quelles sont les causes quelle est la cause principale qui peut entraîner que cette tour de contrôle directement ne marche pas? Un AVC, quoi d'autre? Alors un AVC du tronc, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Il faut vraiment avoir pas de chance. Il faut que ça. En général, l'AVC, c'est le cortex, mais un engagement. Et donc l'engagement, il est provoqué par l'œdème, qui est souvent provoqué par un processus expansif. Okay, donc souvent, quand vous avez ça, un truc qui pousse là, ça prend de la place, la boîte crânienne étant inextensible, ça va pousser les structures vers les orifices, et donc on va avoir une hernie cérébrale ici, ça va comprimer le tronc cérébral. Donc on se met dans le coma. Ok? Alors chez notre patiente qui a 22,12 de tension, là, on revient à notre patiente, d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer qui peut entraîner un processus expansif intracérébral? Un AVC hémorragique. Là, pour le coup, j'imagine que tout à l'heure, tu me parlais d'un AVC ischémique. Mais là, pour le coup, effectivement, il faut éliminer un hématome intraparenchymateux. Okay, et donc, vous allez l'envoyer au scanner pour ça. Okay, mais il y aura éventuellement d'autres signes qu'on détaillera après. Ok, mais là, c'est encore un peu théorique. Donc, je reviens sur les causes. Donc, d'après vous, dans la vraie vie, qu'est-ce qui peut altérer de manière diffuse le cortex cérébral? De manière diffuse. Est-ce qu'un AVC, d'après vous, peut toucher toutes les zones? Parce que s'il y a une zone qui marche et l'autre qui ne marche pas, il y a quand même une zone qui envoie des afférences. Donc vous allez rester éveillé. Vous allez juste être hémiplégique. Voilà. L'œdème cérébral, quoi d'autre? Hein? Ok, des problèmes métaboliques. Ok, donc ça c'est pas mal. On se rapproche. Quoi d'autre? Des toxiques. Quoi d'autre? Les infections. Pas trop, mais oh oui, tu veux dire une méningoencéphalite. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui irrigue le cerveau? Le sang. Et donc il faut qu'il y ait une pression. Donc si vous avez une hypoperfusion, un bas débit, c'est ce qui se passe assez régulièrement, par exemple quand on induit une péridurale, on peut avoir effectivement tout ça qui est mal perfusé. Donc, hypoperfusion cérébrale, chez notre patiente sous péridurale, vous suspectez quoi comme cause? On vient de le dire. Une hypotension liée à la péri. Donc c'est important, si vous êtes appelé pour un coma en salle de naissance et une patiente sous péridurale, peut-être que la première chose à faire, c'est d'éliminer un bas débit. C'est facile. Okay, quelle est la principale cause de problème cérébral d'origine métabolique? Le diabète, mais est-ce que c'est l'hyperglycémie du diabète? C'est notre patiente avec un diabète gestationnel sous insuline. C'est l'hypoglycémie. Et là, c'est grave et il faut agir rapidement. Okay, les causes médicamenteuses, vous l'avez dit, toxiques. Chez notre patiente ici, quelles sont les choses qu'elle reçoit en ce moment qui peuvent entraîner une défaillance neurologique? Magnésium. Et souvent, le deuxième, c'est un peu plus difficile. La péri, il y a des trucs dedans. Il y a quoi comme produit dedans? Comme classe médicamenteuse? Des morphiniques. Et surtout, l'axilo, c'est quoi? Un anesthésique local. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, les anesthésiques locaux, c'est des bloqueurs des canaux sodiques. Donc en fait, si vous les mettez à proximité d'un nerf où il y a plein de canaux sodiques, le nerf est bloqué. Mais si en fait il y a tout qui passe dans la circulation et que ça va partout dans le corps, les endroits où il y a des canaux sodiques vont être bloqués. Le cœur et le cerveau. Arrêt cardiaque, coma. Okay, donc chez une patiente sous péridurale, elle peut être dans le coma à cause du fait que le cathé de péri est dans un vaisseau et que toute la PCEA passe dans la circulation maternelle. C'est pas la même chose. Elle peut être bien soulagée tout ça, mais si ça passe dans le sang, c'est compliqué. Voilà. Et bien sûr, le surdosage en sulfate de magnésium. Qui en a déjà eu? Personne? Pierre-Yves? T'en as déjà eu? Bon, moi j'en ai déjà eu, c'est chaud. Donc c'est un peu...
C'est un peu stressant. D'après vous, est-ce que c'est grave un coma? C'est grave, moyennement grave, c'est chaud. Vous êtes tous inquiets s'il y a un patient dans le coma. Donc on est d'accord que le patient peut mourir s'il est dans le coma. Ok. Donc on est d'accord, c'est une urgence thérapeutique immédiate. Donc c'est important de le reconnaître. Si on dit juste oh, la patiente elle dort et puis on revient, ça ne va pas le faire. Alors pourquoi c'est dangereux d'être dans le coma? On peut s'étouffer. Ça veut dire quoi? On peut inhaler le contenu gastrique. Ça, c'est grave. Mais s'étouffer et inhaler, c'est pas la même chose. Non, mais alors, on peut s'étouffer si on inhale, effectivement. Mais qu'est-ce que tu veux dire par étouffer? C'est qu'en fait, l'air, il rentre pas. Ok? Et donc, du coup, ça donne une hypoxie. Vous êtes d'accord? Donc, si on est hypoxique, on meurt. Et quand on est dans le coma, vous allez voir après, et ben, du coup, on peut mourir d'hypoxie. Donc ça, c'est les causes. Donc, quelle que soit la cause du coma, on peut mourir d'inhalation ou d'hypoxie. L'inhalation, c'est le contenu gastrique qui passe dans les poumons. Okay? Et en plus, si en fonction de la localisation de l'atteinte cérébrale, et ben, du coup, on peut avoir des signes en plus. Par exemple, si vous avez une hypoglycémie que vous ne traitez pas pendant 3 heures, le patient peut se mettre en état de mort encéphalique. Okay? Il va pouvoir mourir d'état de mort encéphalique, même s'il n'a pas inhalé et s'il n'a pas été en hypoxie, à cause de la cause. Okay? Et autre chose, c'est que le tronc cérébral, la tour de contrôle, vous imaginez qu'elle contrôle d'autres trucs que la conscience et la vigilance. Elle contrôle aussi le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, tout ça. Et donc forcément, si on a un engagement, par exemple, sur une hémorragie, ben on peut s'arrêter, on peut avoir un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire. Donc le coma, c'est dangereux. Okay? Alors, comment, d'après vous, on peut éviter d'inhaler? Donc, vous avez la patiente comme ça, là. PLS, vous êtes tous d'accord? Voilà. Alors, si on met la patiente en PLS, alors à gauche ou à droite, je pense que le plus important, c'est de la maman d'abord. Donc, si pour une raison X c'est à droite, faites-le à droite, on s'en fiche. Et vous avez remarqué que des fois, quand les bébés font des rythmes non réassurants sur le dos, des fois, quand vous les mettez sur la droite, ça se lève quand même. En fait, c'est pas un dogme, c'est pas si clair que ça entre la gauche et la droite. Bref, ça c'est un autre débat. Et en fait, pourquoi on se met comme ça pour arrêter d'inhaler? C'est parce que du coup, là, si vous régurgitez, si vous vomissez, tout ça, ça sort sur le côté. Et pas dans le poumon, tout simplement. Okay? Deuxième façon, donc vous avez la patiente qui est comme ça, comme ça. Comment la patiente, comment vous pouvez faire, vous, pour qu'elle n'inhale pas? L'aspirer, ok. Donc, aspirer les sécrétions, donc il faut que vous connaissiez c'est quoi le matériel d'aspiration, parce que sinon on n'est pas là et que c'est pas monté. Par exemple, si c'est dans les étages, chez nous, en bateau, toutes les chambres ne sont pas dotées d'un système d'aspiration dans toutes les chambres. Donc, si vous êtes tout seul, ça peut aider. Donc, du coup, je vous ai apporté un petit peu quelques petits matos. Donc, en fait, il faut brancher donc, une aspiration murale, d'accord, pour créer le vide. Vous avez par contre des prises de vide assez régulièrement. Ah, ça c'est génial. Et dessus, vous allez brancher donc quelque chose pour collecter les sécrétions, qu'on appelle communément un Baxter, j'imagine que c'est la marque. Vous allez donc brancher ça sur le Baxter, et sur le Baxter, vous allez mettre la sonde d'aspiration sur laquelle vous allez aspirer les sécrétions. D'accord? Mais en général, il faut un petit truc en plus qui s'appelle le stop vide, que vous connaissez peut-être si vous faites de la réanimation néonatale. C'est qui vous permet, en appuyant, d'activer l'aspi. Et si vous n'appuyez pas, ça n'aspire pas. Okay? Donc si vous n'avez pas tout ça en série, ça ne marche pas. Donc la patiente peut mourir d'inhalation parce que... alors, il manque un truc. Hop. Donc vous avez ça comme ça. Vous mettez la sonde d'aspiration dessus. Hop. Clic. Et vous aspirez. Ok? Donc ça peut sauver une vie. Merci Anne-Sophie. Voilà, donc le matériel d'aspiration, c'est important à connaître. Alors, donc on a parlé inhalation, donc vous avez déjà des pistes pour faire en sorte que votre patiente ne meure pas d'inhalation. La deuxième chose qu'on avait dit, c'était l'hypoxémie. Comment faire pour que la patiente, elle ne meure pas d'hypoxémie? Oxygène, ok.
Donc ça c'est sûr. Si vous respirez à 21% d'oxygène, vous avez plus de chances de mourir que si vous respirez de l'air à 100%. En tout cas, plus vite. Okay. Et la deuxième chose, donc imaginez la patiente qui est allongée sur le lit, vous n'avez pas encore mis en PLS, et elle fait... Parce que c'est ce qui se passe. La patiente elle est dans le coma, elle a une hypotonie des muscles pharyngés, tout ça, tout tombe, et tout fait... Comme ça. En général, ça plaît. Ça détend l'ambiance. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la patiente ne meure pas d'hypoxie quand elle fait... Donc, on va libérer les voies aériennes. Donc, avant de mettre de l'oxygène, souvent, si vous libérez les voies aériennes tout de suite, ça vous permet en fait de sauver la patiente. Et vous pouvez mettre en PLS et libérer les voies aériennes. Okay. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait comme ça, c'est qu'on a toute la langue et tout ça qui tombe sur le dos, et donc l'air ne peut pas passer. Alors que si vous faites une hyperextension de la tête, et vous prenez ici la mandibule et vous faites comme ça, et que du coup vous faites ce qu'on appelle une subluxation de la mandibule, et bien forcément, l'air y passe mieux. Et pour que vous ne passiez pas 3 heures avec la patiente comme ça, et ben, on a inventé un truc qui s'appelle la canule de Guedel. Okay. Et en fait, du coup, ça vous permet une fois, vous connaissez, hein, Tchouk. Alors là, on n'a pas les mannequins, donc d'habitude, je montre un petit peu comment on l'introduit. Mais vous savez tous, plus ou moins, dans l'urgence, mettre une canule de Guedel. Et en fait, la canule, c'est rigide. Donc, quand vous allez l'introduire ici, elle va maintenir le massif mandibulaire vers le haut. Donc, du coup, ça évite l'affaissement. Et comme c'est percé au milieu, bah, l'air, il passe quand même. Donc, si la patiente a une dépression ventilatoire, l'air va rentrer. OK ? Voilà. Alors, tu peux être en PLS et faire... Mais effectivement, souvent... Et en anesthésie, on le voit, hein, par exemple, quand on fait une colo, en ventilation spontanée, etc. Des fois, il suffit juste de mettre la patiente sur le côté, et en fait, un peu comme le décubitus latéral, en fait, les structures font un peu comme ça, et ça fait un peu de place pour passer une situation un peu borderline. Alors, vous avez parlé d'oxygène aussi, donc c'est très bien. Donc cette patiente, là, vous mettez quoi? Des lunettes, un masque à haute concentration, un bas-vu. Tout ça, vous avez au bloc obstétrical. Pardon? Ça dépend du débit, en effet. Alors, ça ne dépend pas du débit, mais en tout cas, tu ne vas pas mettre le même débit dans chacun. Ça, c'est important. Alors, est-ce que quelqu'un qui peut mourir d'hypoxie, est-ce que tu as envie de lui mettre 3 litres d'oxygène? C'est peut-être insuffisant. Donc, les lunettes, on ne peut pas mettre beaucoup plus que 3 litres. D'accord? Et ça n'enrichit pas beaucoup l'oxygène. Donc, en fait, tu ne mets pas toutes les cartes de ton côté, sachant qu'en plus, souvent, les patientes, elles respirent par la bouche. Donc ici, bah, en fait, t'enrichis de 1% l'air inspiré, donc ça sert un peu à rien. Et alors, le masque facial, c'est quoi la différence entre ça et ça? Parce que vous ouvrez votre chariot d'urgence, peut-être que vous avez les deux. Normalement, vous n'avez pas les deux. Mais c'est quoi l'intérêt de ça, là? Vous savez? C'est sec? Le sac, ouais. Ça s'appelle un enrichisseur. Donc ça va enrichir. Quand vous mettez de l'oxygène là-dedans, le patient il va respirer de l'air ambiant avec de l'oxygène, alors que ici, il ne va respirer que ce qu'il y a dans le sac. Et donc si dans le sac, il n'y a que de l'oxygène, bah, du coup, le patient va respirer théoriquement à 100% d'oxygène, mais il faut effectivement qu'il y ait les petites ailettes sur le côté qui soient fermées. Pour... Il faut d'abord brancher le masque sur l'oxygène. On vient boucher les ailettes ici, appuyer le masque sur la jambe par exemple, pour que le sachet se gonfle d'abord. Sinon, tout ce qui sort de la bouche de la patiente va aller dans le masque et elle va réinhaler son CO2. Donc, première chose à faire, on gonfle le sachet avant de le mettre sur la patiente. Si vous avez un doute, vous retirez les ailettes. Ce sera quand même bien concentré dans le sachet et au moins elle ne réinhalera pas dans le contenu du sachet en reprenant son propre CO2. L'ailette, vous voyez, c'est une rondelle, je l'enlève, je la remets à ma guise. Hein. C'est un truc vraiment tout simple, hein. Ça fait un clapet, ça fait un effet clapet. Et donc c'est vachement important parce qu'on peut l'utiliser à mauvais escient. En fait, on peut se dire bah, j'ai mis le masque, c'est bon. Alors il y a deux choses. Il faut que l'enrichisseur il soit gonflé. Okay, donc ça veut dire que si vous le mettez comme ça, bah, la patiente ne va pas prendre de l'oxygène à 100%. Et autre chose, il y a des patientes qui sont dans le coma mais qui respirent très vite. Genre une acidocétose,
Voilà. Et si vous mettez 5 litres, bah, en fait, le sac il va être tout le temps collabé. Donc en fait, c'est à vous d'adapter le débit. On s'en fout que ça soit. Ça sert à rien de dire oui, j'ai mis le masque à haute concentration à 9 litres ou à 15. En fait, il faut mettre QSP, que le ballon il soit toujours ouvert. Okay, donc ça, c'est un truc important. Et pourquoi il ne faut pas prendre le bas-vue? Parce que si, par définition, la patiente est dans le coma, elle respire. Et ça, c'est un objet qui permet de ventiler un patient qui est en arrêt respiratoire. Donc le bas-vue, vous n'allez pas forcer quelqu'un qui respire déjà en lui insufflant, en tout cas pour vous, c'est pas la peine. C'est bon? Donc inhalation oxygène. Ok. Alors, chez notre patiente, comment vous faites pour diagnostiquer l'hypotension liée à la péri? Très simple. On prend la tension, très bien. Et si vous, donc la patiente est la 6,9 là, 6,4, c'est quoi le premier traitement que vous pouvez faire pour faire remonter la tension? Une seule réponse possible. Ok, alors bien sûr il faut la mettre sur le côté, etc., mais sur le plan thérapeutique. Remplissage ou ephedrine? Ephedrine. Donc en fait, quand vous avez une hypotension liée à la péri, c'est parce que les vaisseaux sont dilatés, donc parce qu'il y a une sympatholyse liée à la péri, et donc du coup, si vous voulez rétablir la situation, il faut donner des vasoconstricteurs. Si vous voulez rétablir la situation avec du remplissage, il faudra mettre 2 litres, et ça va vous prendre 40 minutes, et la patiente, elle sera déjà en césar-côte rouge sur ASF. Voilà, donc il faut mettre de l'éphédrine. Et d'ailleurs, dans le décret de compétences des sages-femmes, vous pouvez en autonomie utiliser de l'éphédrine dans les contextes d'hypotension. L'hypoglycémie, vous faites comment pour le diagnostiquer? Dextro. Et si c'est le cas, vous faites comment pour traiter l'hypoglycémie? G30, donc 2 ampoules en IVD. C'est bon? Après, ça va se corser un petit peu. Donc le surdosage en magnésium, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, ça donne plein de trucs. Il faut l'évoquer. Okay, mais normalement, vous avez un protocole de surveillance, les réflexes, etc. avant. Et c'est quoi le traitement? Le calcium. Pourquoi? Parce que le sulfate de magnésium, c'est un antagoniste calcique. C'est pour ça que c'est tocolytique. Okay, dans le temps, on le faisait dans la tocolyse. Et du coup, il faut arrêter le magnésium et mettre du gluconate de calcium en IVD. 2 ampoules, allez hop. Voilà. Et après, c'est fini. En 2 minutes, il n'y a plus rien. Et l'intoxication aux anesthésiques locaux, ça en général... Ah, très bien. La classe. L'intralipide, vous connaissez tous? Alors c'est important parce qu'en fait, si vous le suspectez, vous êtes tout seul. En fait, c'est tout con. C'est comme du propofol, mais c'est pas du propofol. En fait, c'est de la graisse. Et il y en a dans tous les chariots d'urgence normalement et dans tous les chariots d'ALR en salle de naissance. Et pourquoi c'est important? Parce que comme c'est du gras et que les anesthésiques locaux, c'est très lipophile, si vous êtes en intoxication aux anesthésiques locaux, si vous mettez plein de gras dans le sang, et ben ça piège les anesthésiques locaux et la patiente, elle se réveille. Et c'est immédiat, ça m'est arrivé quelques fois, ça nous est tous arrivé, je pense. Et au bout de, en 10 gouttes, la patiente déjà, voilà. Donc, on s'en fiche de la dose, vous mettez la poche, vous ouvrez à fond, voilà. Et si l'anesthésiste vous dit au téléphone, ouais, bah mets l'intralipide à fond, bah vous savez à quoi ça sert. Donc, d'où l'intérêt de cet atelier. Voilà, ça vous y arrivera peut-être qu'une fois dans votre vie, hein, ou peut-être jamais, mais au moins vous savez ce que c'est. Ok? Et bien sûr, vous débranchez la PCE. Ok? Et ben en fait, il faut juste l'évoquer. Et comme il n'y a aucun risque à mettre de l'intralipidator, si la patiente est là, ni ça, et que tu as passé le calcium, ça ne marche pas, et que, voilà, donc du coup, ok. Donc notre patiente, du coup, la patiente, elle est toute seule, la sage-femme, elle est toute seule, la patiente est dans le coma, c'est quoi que vous allez faire? On est d'accord que la première chose à faire, ça va se recouper avec ce qu'Anne-Sophie va dire après, mais tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, donc il faut alerter pour faire venir des gens et prévenir l'anesthésiste. Tu parles du SAED ou pas dans ta partie? Voilà. Et donc, en fait, il va falloir que vous preniez votre téléphone et il va falloir que vous informiez l'anesthésiste que ça ne va pas. Si vous dites vite, il faut venir, j'ai une patiente qui fait un malaise, et vous raccrochez, ça arrive dans la vraie vie, quand on est stressé, c'est difficile. Et ben en fait, on ne sait même pas ni où c'est, ni qui, ni ce qui se passe, etc. Voilà, donc en fait, il faut se rappeler que moi, le patient il est en choc septique, 5 de tension, noradré, ça ne va pas, on est en train de le remplir, voilà. Donc il faut que vous soyez convaincant. Et donc pour cela, il y a un truc qui s'appelle le SAED, donc les gens qui font de la simulation, ou même, normalement, qui connaît le SAED? Donc c'est des méthodes de communication qui nous permettent de faire passer les messages facilement. Donc en fait, SAED, c'est situation, antécédent utile, évaluation, demande. Alors bien sûr, là je vais vous mettre plein d'exemples de ce que vous pouvez dire pour alerter l'anesthésiste de la situation. Peut-être que vous n'allez pas tous les dire, mais c'est caricatural pour que chaque mot vous évoque quelque chose et vous preniez conscience du poids des mots
Et voilà. Par exemple, si vous dites sage-femme bloc obstétrical, donc je sais déjà que c'est le bloc obstétrical, c'est pas aux urgences, à l'entrée, dans la rue, voilà. La patiente salle 3 est inconsciente. Donc si vous dites, ouais en fait la patiente je suis arrivé et en fait je l'ai stimulée et en fait elle se réveille pas trop parce que truc, et puis en fait non, si vous savez qu'elle est inconsciente, vous dites elle est inconsciente. Du coup je sais qu'elle n'est pas en arrêt. Parce que a priori, je vais vous poser une question, mais si vous dites inconscient, je sais qu'a priori vous avez évalué si c'est de l'arrêt ou pas. Si vous dites elle a un diabète gestationnel insuliné, ça marche plus. Et elle a une péri en charge et du sulfate de magnésium, ça m'oriente sur les choses que je vais... Parce que pour l'instant, je ne sais même pas qui c'est cette dame. J'ai oublié que je lui avais posé une péri, qu'elle était sous magnésium. Donc là, je sais... Ah, bah, du coup, tu as pensé à... Voilà. Si vous ne le dites pas, peut-être que je ne vais même pas penser à vous dire la péri, le magnésium. Donc c'est important. L'évaluation, si vous dites elle ne réagit pas aux stimulations, mais elle respire, je sais que la patiente n'est pas en arrêt. Si vous dites elle a 22 de tension, ce n'est pas la même chose qu'elle a 6 de tension. Okay. J'ai déjà appelé à l'aide, on est 4. Donc déjà, je sais que la patiente est déjà plus ou moins en sécurité parce que si je donne des directives, vous avez déjà alerté, etc. Si vous ne le dites pas, je vais perdre du temps à « oui, mais alors tu as appelé qui, vous en êtes où, etc. etc. » Voilà. Donc c'est important. Et toujours finir par une demande claire. Donc par exemple, si vous dites « est-ce que tu peux venir rapidement ?» ce n'est pas la même chose que « viens » ou « urgence » ou voilà. Et c'est important de dire qu'est-ce que je peux faire en attendant. Okay, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en attendant qu'on arrive? Donc la patiente, elle est dans le coma, tout ça. Vous l'avez mis en PLS, tout ça, de ça. Vous imaginez qu'on va faire des trucs après. Poser une voie, chariot d'urgence, tout ça, etc. etc. Donc j'accélère un petit peu. Donc la patiente, elle a une péri, donc il faut vérifier la voie veineuse. Okay, c'est parce que vous allez peut-être mettre du G30, de l'intraliquide, etc., etc. Donc vous êtes d'accord qu'une voie veineuse, il y a un soluté, un perfuseur et un robinet. Ok? Du coup, vous préférez celui-là? Donc soluté, est-ce que ça vous va? Non. Ok? Il n'y a pas de robinet. Ça arrive dans 90% des cas en situation d'urgence, les gens ne mettent pas de robinet. Ok? Donc là, on ne peut rien faire. Okay. Première chose. Et là, c'est quoi le problème? Donc il y a un robinet. Donc c'est bon. La poche, elle est vide. Si vous mettez 1 mg de Rivotril, le milligramme, il va rester ici. Si vous ne poussez pas, ouais, j'ai fait. Mais en fait, la patiente ne le reçoit pas. Donc dans les deux cas, la patiente va mourir. Ouais. Je force le trait. Donc c'est important. C'est bon? Donc ça, c'est un message important, le robinet et la perfusion. Voilà. Donc quand on arrive en salle de naissance sur une gemellaire, etc., sur un siège, on dit bonjour, tout ça. La première chose qu'on va faire, hop, on va vérifier. Ah, il y a des robinets, mais ils sont tous pris. Le Synto, l'insuline, ok. On va mettre un robinet supplémentaire, tranquille. Ah, le Synto, il est sur pompe. Donc si je dois mettre quelque chose, je ne peux pas bollusser. Hop, je vais mettre un ringer, clou, que je vais mettre en Y avec mon robinet. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà. On a l'impression qu'on ne fait rien, mais en fait, tac, tac, tac. Et ça, c'est pas grave, mais c'est des choses importantes. Nous, on le fait. Et pourquoi? Parce qu'on anticipe la possibilité, c'est pour ça qu'on est là, parce que souvent ça se passe très bien et on félicite un peu tout le monde, tout ça, mais c'est important. Alors, deuxième cas clinique, un peu plus rapide, donc grosso modo, c'est une patiente qui va faire une éclampsie, donc qui va acheter à gravidique, myodésopsie, etc., 36 semaines, céphalée, voilà, elle convulse. Okay, donc pourquoi c'est dangereux, l'éclampsie? Parce qu'en fait, c'est un coma, d'accord? Altération de la vigilance, altération de la conscience, tout ça. Mais en plus, le cerveau il est en ébullition permanente et si vous faites rien, et ben en fait, le cerveau il va se griller. Donc il peut y avoir des complications irréversibles qui peuvent survenir qui sont liées au fait que la patiente est en train de convulser. Voilà. Donc il faut faire céder la crise rapidement. Donc souvent l'éclampsie, il n'y en a qu'une, mais des fois c'est un état de mal. Donc il va falloir... voilà. Et on va empêcher la récidive. Ça vous parle? Donc ok, la patiente convulse. D'abord on fait en sorte qu'elle ne convulse plus. Et une fois qu'elle ne convulse plus, comme vous savez que dans l'éclampsie, eh ben, il est possible que ça revienne, ou dans tout, voilà, donc il faut mettre un traitement préventif. C'est là où on va commencer à disserter un petit peu plus et le débat va s'instaurer. Alors, qu'est-ce que vous faites chez cette patiente qui est en train de faire une crise d'éclampsie? Entre nous, par exemple, qui sommes anesthésistes réanimateurs, on fait aussi des crises convulsives d'autres raisons.
Et on sait que lorsque la patiente crise, il faut mettre une benzodiazépine d'action rapide. Et d'ailleurs, dans les chariots d'urgence, il y a toujours du Rivotril ou du Valium. Okay, et le sulfate de magnésium. Donc, dans cette situation, qui fait du Valium? Okay, qui fait du sulfate de magnésium? Là, tout de suite, là, elle est en train de convulser. Donc, elle est en train de convulser. Quelle est votre priorité? Imaginons que vous êtes à 2 avec une oxy. Donc, non, mais c'est important. L'éclampsie, le sulfate de magnésium, c'est dans tous les protocoles, etc., etc. Donc, qui fait en première intention du sulfate de magnésium? C'est pas grave, hein. C'est des choses de la vraie vie. En fait, il n'y aura jamais d'études comparatives qui va dire que... Alors, il y en a qui ont été faites, mais pas avec ces outcomes-là. En fait, dans l'urgence, voilà. Et en fait, j'aurais voulu éventuellement qu'il y ait 2 volontaires, rapidement, sur 2-3 minutes, pour venir à la table pour préparer des petits médicaments. Donc, si vous craignez de vous piquer, venez pas. Mais bon, a priori... Voilà, et je rappelle effectivement les recos SFARS et NGOF sur la prééclampsie sévère. Effectivement, il est recommandé d'administrer du sulfate de magnésium en première intention chez les dames qui ont fait une crise d'éclampsie. Donc on est d'accord qu'au mieux, si on fait rien, peut-être la dame elle ne crisera plus. Il faudra quand même mettre du sulfate de magnésium à un moment donné assez rapidement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais là tout de suite, la patiente convulse. Voilà. Qui veut bien venir faire un atelier préparation? 2 personnes, allez. Allez, parfait. Donc en fait, c'est un petit message, parce qu'en fait, comme la plupart du temps, vous ne préparez pas forcément tous les jours les médicaments, d'accord, ou certains types de médicaments, et ben le fait de le faire en vrai, ça permet de prendre conscience. Donc ici, on a Alexandra, et ici, on a Lydia. Donc ici, de ce côté-là, tu vas préparer, donc on a des ampoules de Rivotril 1 mg par ml. Okay, donc comme vous le savez, les médicaments d'urgence, en général, il n'y a pas besoin de dilution, etc. Donc en fait, vous prenez, vous injectez. Okay, le sulfate de magnésium, est-ce que vous connaissez la dose? Parce que si vous dites, je fais le sulfate de magnésium dans l'éclampsie, si vous êtes toute seule, moi je ne peux pas dire, ah ouais, attends, il faut que tu prépares. Non, il faut que vous soyez, vous savez, 4 grammes. Ok, donc là, on va faire le bolus, on est d'accord. Donc le bolus, c'est 4 grammes. Ok. En combien de temps? 20 minutes, 30 minutes, 1 heure? 20 minutes. Donc 4 grammes en 20 minutes. Donc ici, nous avons des ampoules qui sont toujours comme ça. Donc c'est du 15%. Ah bah non, c'était la course. Ah bah oui, c'est une course. Bon, en fait, bon, je connaissais déjà celle qui allait gagner, mais voilà. Donc en tout cas, tu vois, donc pour faire simple, une ampoule de Rivotril, vous la cassez, vous la prenez, vous injectez. Ça prend. Voilà. Et maintenant, du coup, est-ce que tu peux me préparer le bolus de sulfate de magnésium? Donc tu as des ampoules, est-ce que tu peux me faire 4 grammes sur 20 minutes? Donc déjà, c'est des ampoules de 1,5 g. Donc voilà. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est dilué? Est-ce que c'est dans une sape de 20, dans une sape de 50, dans une sape de 10, etc. etc. Après, vous allez mettre dans une sape, excusez-moi, c'est mon côté nordiste, c'est IVSE, la seringue autopulsée. Donc il va falloir la mettre dans une seringue autopulsée. Vitesse combien? Ça prend du temps, en fait. Et la patiente, elle est en train de convulser, là. Voilà. Et donc là, le Valium, il est déjà injecté. Voilà. Donc là, et donc 4 grammes sur 20 minutes, vous allez faire comment? Alors, c'est du pur, du pas pur? Vous êtes tout seul devant le malade, là, hein? Donc là j'ai mis une poche pour que justement vous puissiez diluer si tu as besoin. Donc là, tu as pris 1,5 g. Bon, vous voyez, on est un petit peu en retard, donc voilà. Mais c'est juste pour vous dire que, effectivement, préparer, administrer, il faut être au taquet, en fait. Donc nous qui sommes au taquet, eh ben, nous, on va faire 4,5 g sur 30 minutes. On va faire 3 ampoules, donc ça fait 3 x 10, 30 ml pur, vitesse 60. Non mais voilà, donc du coup, si vous dites ouais, le magnésium et tout, il faut être au taquet. Et donc du coup, le bolus va passer en 30 minutes. Donc c'est pas ça qui va arrêter la crise actuelle. On est d'accord? Bon, c'était un petit, je force le trait un peu pour le truc. Voilà. Et donc grosso modo, si la patiente elle est en état de mal devant vous, n'hésitez pas, comme vous êtes nombreux, vous avez délégué, à la fois de déléguer quelqu'un qui va préparer le sulfate de magnésium qu'il faudra mettre rapidement et administrer dès que possible, etc., pour empêcher
la récidive de la crise. Mais effectivement, n'hésitez pas à faire un médicament d'urgence. Au pire, il ne va rien se passer. Au mieux, ça va peut-être céder la crise. Un petit message comme ça. Okay. Alors, et pour dernière diapo, donc souvent, ça m'est déjà arrivé, donc je suis en pathos et en grossesse à haut risque, et il y a une patiente qui a une prééclampsie sévère, je vais la voir le matin, je vais aller chercher un truc au PC et je devais aller la voir. Entre-temps, on m'appelle, la patiente, elle fait une éclampsie dans sa chambre. Et donc pendant ce temps-là, moi je suis tout seul, du coup je vais appeler du monde, etc. parce que j'ai besoin de renforts pour faire en sorte de ranimer la patiente dans sa chambre. Et en fait, véridique, mais je pense que ça peut tous nous arriver, quand je reviens vers la chambre, la patiente était en train d'être transportée au bloc obstétrical, et en fait tout le monde criait « code rouge ». Code rouge, césarienne, code rouge. Bien sûr que c'est une urgence fétale, maternelle aussi, d'extraire l'enfant, etc., etc. Mais tout de suite, l'urgence, c'est pas de prendre l'ascenseur avec une patiente qui est en train de convulser. Okay. D'abord, parce que si la maman, elle meurt d'hypoxie ou de trucs, le bébé va mourir aussi. Donc c'est important d'abord de stabiliser la patiente. Et en fait, c'est écrit sur les recos. Donc quand il y a une dame qui fait une crise d'éclampsie, d'abord il faut stabiliser l'état clinique maternel et initier le magnésium avant la décision de naissance. Okay. Très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une césarienne code rouge, mais peut-être qu'on va faire une césarienne code orange sous rachis, parce que la patiente aura arrêté de convulser, ce qui est beaucoup moins dangereux pour la patiente, parce qu'on ne fera pas d'anesthésie générale, intubation difficile, risque de ventilation difficile, pic hypertensif, AVC hémorragique, morphinisation de la maman, le bébé il va être, etc., la naissance, tout ça. Donc important, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de césarienne code rouge, mais d'abord il faut stabiliser la patiente là où elle est, c'est-à-dire que du coup vous faites monter tout le monde pour mettre la voie veineuse, etc., la stabiliser, la scoper, et ensuite on prend une décision. C'est mon avis, mais je sais peut-être que vous ne le partagez pas. Est-ce que ça vous fait réagir, Élodie ? Effectivement, tu as raison dans le sens où, comme souvent les crises d'éclampsie, elles sont uniques, elles ne récidivent pas, même si on n'a pas eu le temps de faire le magnésium. Ça serait dommage de se précipiter, alors que peut-être elle ne reconvulsera pas. Mais le message, c'est surtout aussi que si la dame, elle est en danger de mort, en fait. Et que d'abord, il faut stabiliser l'état clinique maternel avant de se poser la question de quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est un peu comme la césarienne périmortem qu'on fait sur place quand il y a un arrêt cardiaque. Bah là, on réanime sur place et on réfléchit après. OK ? Donc voilà. Et merci. Des questions ? Bon, bah, je passe la parole à Anne-Sophie, du coup. Voilà, donc à nouveau bonjour à tous. Moi c'est Anne-Sophie Baptiste, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Roubaix, surtout sur la maternité. Et on m'a chargé aujourd'hui de vous parler d'arrêt cardiaque intra-hospitalier avec les particularités de la femme enceinte. C'est pourquoi on est tous là aujourd'hui. Vous allez voir, je prends en gros la réanimation d'un arrêt cardiaque parce que c'est toujours bon de se rappeler comment on fait, en intégrant les particularités liées à la femme enceinte. Vous allez voir, il n'y en a pas énormément. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'arrêt cardiaque intra-hospitalier chez l'adulte? Donc dans les données européennes, c'est 1,5 à 2,8 pour 1000 hospitalisations, tout confondu, que ce soit de la réanimation, des urgences, du bloc opératoire, etc. Avec un taux de survie à 30 jours ou à la sortie de l'hôpital qui est seulement de 15 à 34% en population générale. Et au cours de la grossesse, là on passe à 1 sur 12 000 et les étiologies principales de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier chez la femme enceinte, c'est l'hémorragie de la délivrance et l'embolie amniotique.
on a quand même moins de morts maternelles, enfin si, on en a plus au contraire, plus de mortalité maternelle, cette fois-ci entre 40 à 60%, surtout pour les arrêts cardio-respiratoires qui surviennent à domicile ou lorsque la césarienne est réalisée trop tardivement. Ça va être ça le message clé de ma présentation, c'est arrêt cardiaque égale césarienne dans votre tête. Au niveau de la France, donc là, les données françaises, les morts maternelles au cours du dernier triennum, ça représente 262 morts maternelles, toutes causes confondues. Ça fait environ 87 décès par an, c'est-à-dire 1 tous les 4 jours en France. Les causes principales, embolie amniotique en première intention, maladie cardiovasculaire en deuxième intention. Ensuite, on retrouve les hémorragies obstétricales, les embolies pulmonaires, et les infections, qu'elles soient à porte d'entrée intra- ou extragénitale, elles prennent quand même une grosse part dans les causes de mort maternelle. Et tout ce qui est mort subite inexpliquée, ça peut être des infarctus à domicile, des troubles du rythme cardiaque, etc. Au cours de la grossesse, on a 26 morts maternelles qui surviennent après 22 semaines d'aménorrhée, donc c'est surtout au-delà de 22 semaines d'aménorrhée. Que nous disent les recommandations pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque maternel? D'abord, c'est un événement rare. La prise en charge en est bien codifiée et elle est transposable à tous les établissements, toutes les structures. L'algorithme est le même que pour la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire chez l'adulte, mais avec quelques particularités à prendre en compte. Étant donné que c'est un événement rare, stressant, multidisciplinaire, les aides cognitives ont leur place vraiment prépondérante dans cette situation. Donc si vous n'avez pas connaissance de ces aides cognitives, elles sont disponibles sur le site de la SFAR ou le site du Carreau, notamment pour les situations critiques en salle de naissance. Donc il y a arrêt cardiaque maternel, il peut y avoir réanimation du nouveau-né en salle de naissance, troubles du rythme, etc. etc. Il y en a plein qui sont disponibles. Et surtout, ça nous sert aussi de sorte de checklist. Il y a des petites cases, alors ça, on ne va pas sortir son crayon et cocher, mais ça nous permet vraiment de vérifier qu'on a fait toutes les étapes dans le bon ordre et ça nous permet de nous rappeler des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, comment reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire? Là, Max m'a complètement spoilé ma présentation. Donc, si la personne ne répond pas, si elle ne respire pas ou si elle a une respiration anormale, on commence la réanimation cardiopulmonaire. Il n'y a plus de place, comme on l'a appris à l'école, de chercher le pouls, que ce soit en carotide, en fémoral, etc. On ne perd pas de temps à chercher le pouls quand on a un arrêt cardiaque. On se met sur un plan dur et on commence la réanimation. Une respiration lente et laborieuse, dite respiration agonique, doit être considérée également comme un signe d'arrêt cardio-respiratoire. Ça signe souvent, comme Max vous l'a expliqué tout à l'heure, un bas débit au niveau central. On revient sur la crise d'éclampsie. Une personne, que ce soit de l'éclampsie ou des convulsions sur bas débit, il faut attendre que la personne arrête de convulser pour évaluer si elle est en arrêt cardiaque ou non. En ce qui concerne la femme enceinte, donc les modifications physiologiques et l'anatomie de la grossesse, vous les connaissez mieux que moi. On a une élévation du diaphragme avec du coup le cœur qui est un petit peu plus haut dans le thorax, une position des seins beaucoup plus volumineuse et un œdème des voies aériennes avec l'infiltration qui apparaît au cours de la grossesse qui nous rend l'intubation plus difficile. Et on a surtout la compression cave par l'utérus gravide en décubitus dorsal qui apparaît à partir de 20 semaines, mais pareil, on ne cherche pas sa roulette pour voir si on est à 20 semaines ou pas. Très simple, on regarde au niveau de l'ombilic. Si l'utérus arrive au niveau de l'ombilic, c'est souvent qu'il y a un risque d'avoir une compression cave. Cette compression cave, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avec l'apparition du mobile fœtal qui vient comprimer ici la veine cave inférieure en décubitus dorsal. Vous voyez, là, la veine cave, je l'ai entourée en rouge. Elle est toute plate, comprimée par l'utérus gravide. Alors que si on se met sur une inclinaison de 15 à 30 degrés de décubitus latéral gauche, là, on voit que cette veine cave, elle reprend toute cette place, elle se regonfle, elle permet le retour veineux qui vient de tout le bas du corps et qui va pouvoir remonter vers le cœur. Les autres particularités, c'est quand on met le DSA, qu'on a une analyse du rythme cardiaque, c'est rarement un rythme choquable chez la femme enceinte en arrêt cardiaque, contrairement à l'adulte. Comme Max vous en a parlé aussi jusque-là, il y a la présence de thérapeutiques spécifiques concomitantes, sulfate de magnésium péridurale, donc avec l'intoxication aux anesthésiques locaux qu'il faut savoir évoquer très rapidement, et un environnement pluridisciplinaire
De toute façon, on ne fait rien tout seul, mais encore plus chez une femme enceinte. Là, il va falloir rameuter l'obstétricien, le pédiatre, l'anesthésiste, les sages-femmes, les IAT, des IBOD, etc. En pratique, donc, la réanimation cardio-pulmonaire de base. On a une patiente ou une victime qui ne bouge pas, qui ne répond pas. Première chose, on appelle à l'aide. On peut utiliser l'acronyme SAED que Max vous a présenté jusque-là, mais l'appel est simple, c'est j'appelle mon collègue, j'ai un patient à tel endroit en arrêt cardio-respiratoire. On ne cherche pas plus à trouver d'autres causes, etc. On appelle à l'aide. On libère les voies aériennes. Si la victime ne respire pas ou gaspe, on commence le massage et on continue le massage jusqu'à ce que quelqu'un nous ramène un défibrillateur automatique externe. On pose le défibrillateur, on analyse le rythme et on le laisse travailler. On va revenir sur cet algorithme plus en détail par la suite. Soit il choque d'emblée, on laisse choquer et dès qu'il a choqué, on reprend le massage. S'il ne délivre pas de choc, on continue le massage pendant 2 minutes. On refait une analyse du rythme et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait une récupération d'activité cardiaque spontanée efficace ou l'arrivée d'une équipe spécialisée. Donc tout d'abord, on vérifie l'absence de réponse à la stimulation, on lui secoue gentiment l'épaule, on dit « est-ce que ça va ? Est-ce que vous m'entendez ?» S'il n'y a pas de réponse, on appelle à l'aide parce qu'on est peut-être déjà sur un arrêt cardio-respiratoire ou encore simplement, entre guillemets, sur un coma, mais de toute façon, il va falloir appeler à l'aide. Pour libérer les voies aériennes, très simple, on crochette 2 doigts sous le menton, on bascule la tête en arrière, ça permet déjà de limiter la bascule de la langue. On ouvre la bouche pour voir s'il n'y a pas un corps étranger dans la bouche aussi qui pourrait empêcher la respiration. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait une fausse route en mangeant son cassoulet ou je ne sais autre, ça peut arriver. On vérifie la ventilation. On ne passe pas non plus 3 plombs à se dire est-ce qu'elle respire ou pas là, la dame. On met l'oreille au niveau des voies aériennes. Si on n'entend rien, on commence le massage. Si inconscient et ne ventile pas, c'est l'arrêt cardiaque. Première chose à faire. Alors vous allez voir, ça va partir vraiment, il y a énormément de choses à faire. D'accord ? Mais il faut qu'il y ait une seule personne qui puisse un petit peu prendre du recul et qui sache coordonner tout le monde et surtout prendre sa montre. Tout d'abord, on note l'heure de l'arrêt cardiaque. Ça, c'est valable pour tous les arrêts cardiaques, que ce soit adultes, enfants ou autres, on note l'heure de l'arrêt. Et surtout, on chronomètre la réanimation. Pourquoi ? Si la patiente n'a pas récupéré une activité circulatoire efficace dans les 4 minutes, il va falloir réaliser une césarienne, qui est dans ce cas-là dite périmortem. On va pareil en parler en long, en large, en travers de cette césarienne. Et si on a l'aide cognitive sous la main, on peut déjà s'en servir pour la lire à voix haute. Le coordinateur a son aide cognitive sous la main. Moi, dans mon établissement, je l'ai fait imprimer, plastifier, mis sur tous les chariots d'urgence et dans les salles de travail pour qu'on l'ait sous la main. C'est tellement rare et tellement grave et tellement flippant qu'il nous faut un truc pour nous référer. On appelle à l'aide. Alors là, c'est médecin spécialisé ou même médecin au sens large que vous avez dans votre structure. Si vous avez la chance de travailler dans un établissement comme le mien où il y a plein de monde sur place, on appelle le collègue anesthésiste, on appelle le réanimateur médical. Si on a un cardiologue, on appelle son cardiologue. Ou alors, si on n'a pas tout ça et qu'on a juste un urgentiste, on peut appeler l'urgentiste. Si vous avez une procédure d'urgence vitale intra-hospitalière, c'est un numéro unique et dédié, une ligne qui est tout le temps libre pour ces situations-là. Vous appelez le numéro d'urgence vitale intra-hospitalière qui va tout de suite déclencher l'appel à la réanimation, l'arrivée du brancard, etc., etc. Pour la femme enceinte, on prévient son pédiatre, on prévient son obstétricien, on appelle ses sages-femmes, on appelle son IAD, on appelle ses infirmières penseuses, on appelle le bloc opératoire. On passe quand même pas mal de temps au téléphone, c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait un qui soit un peu en recul de tout ça, avec un deuxième sur place qui peut commencer la réanimation. On demande d'apporter le DAE et le chariot d'urgence au chevet de la patiente. Si on est en salle de naissance, on fait venir d'emblée la boîte de césarienne. On pense à prévenir la procédure d'ECMO. Pareil, si vous en avez une qui est formalisée dans votre établissement, vous pouvez déjà passer un coup de fil en disant « j'ai un arrêt cardio-circulatoire chez une femme enceinte, on débute la réanimation, on vous rappelle ». Ils ont déjà une préalerte. Si la patiente a du sulfate de magnésium, Max vous l'a bien dit, on arrête la perfusion tout de suite, on arrête la péridurale tout de suite. Et surtout, on dit qui fait quoi. C'est le chef d'orchestre qui va dire
Toi, la sage-femme, tu fais le massage. Toi, l'obstétricien, tu me branches le DSA. Toi, etc., etc. On prépare le massage cardiaque. Donc là, c'est important d'être à 2 pour la femme enceinte. On découvre le torse. On met le talon de la main sur le sternum. Mi-distance entre le manubrium et le xiphoïde. Le cœur est un petit peu plus haut dans le thorax, mais c'est pas grave si vous ne massez pas pile en face du cœur. Perdez pas de temps à vous poser la question, est-ce que mes mains elles sont bien ou pas bien à mi-distance entre le manubrium et le xiphoïde. Ce sera déjà très bien. Talon de la première main sur celui de la deuxième. Les doigts entrecroisés, histoire d'avoir plus de force. Et on commence le massage bras tendu. Pour la femme enceinte, dès que l'utérus est palpable à l'ombilic, on le récline sur le côté gauche pour pouvoir permettre justement le retour veineux que je vous expliquais auparavant pour lever la compression cave. Donc le plus efficace, c'est d'avoir son aide qui prend une main, voire 2 mains. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là et dédié à ça et qui récline l'utérus. On ne lâche pas la latérodéviation de l'utérus jusqu'à la césarienne. D'accord ? La seule raison pour laquelle on lâche, c'est pour faire un choc électrique. Sinon, on continue. On fait le massage avec la latérodéviation de l'utérus. Sinon, c'est très simple. C'est comme si vous essayiez de réamorcer une pompe qui est vide. Elle ne repartira jamais. C'est pour ça qu'on parle de césarienne très rapidement. La victime, il faut qu'elle soit à terre ou sur un plan dur. Si vous massez sur un matelas, vos compressions, elles ne seront jamais efficaces. Le masseur est sur le côté, les genoux accolés au patient, bras tendus, épaules au-dessus des mains pour vraiment avoir le maximum de force. Et on y va. Alors, comment on fait les compressions ? Donc, on a vu la position. Fréquence de 100 par minute. Ça vous évoque quelque chose, vous, 100 par minute ? Voilà, bah mince, mon effet d'annonce, il est raté. Donc, en fait, on peut penser à la chanson des Bee Gees, Staying Alive. Le refrain, c'est un rythme de 100 par minute. Alors, peut-être pas envie de chanter dans ces situations-là, mais déjà, si vous l'avez dans la tête, ça vous aide. D'accord ? Compression de 5 à 6 cm. Donc, il faut y aller quand même fort et bien avoir la décompression en relâchant la pression sur le même rythme. Le temps de la compression, c'est le même temps que la décompression. De toute façon, à 100 par minute, vous allez vous caler naturellement. Et pas d'interruption du massage jusqu'à l'analyse du rythme cardiaque, qu'elle soit sur le scope ou sur un défibrillateur. Donc, la latérodéviation de l'utérus, déplacement manuel. Si on est tout seul ou que c'est pas efficace, on peut se mettre sur un plan dur. Donc, vous prenez les planches à masser, il y en a sur tous les chariots d'urgence. C'est le premier truc sur lequel on tombe avant même de pouvoir ouvrir les tiroirs sur pas mal de chariots. On met la patiente sur le plan dur, sur la planche à masser. On vient caler des draps ou des billots ou ce que vous avez qui puisse la mettre sur le côté. Ou si on est déjà sur une table de césarienne, du roulis, 15 à 30 degrés maximum. Au-delà de 30 degrés, vous perdez l'efficacité sur les compressions thoraciques. Donc il n'y a pas d'intérêt à exagérer le roulis, enfin l'inclinaison. Vaut mieux une petite inclinaison que pas d'inclinaison du tout. Et on ne relâche pas jusqu'à l'extraction fœtale. Vous avez vu que là, jusque-là, je ne vous ai pas du tout parlé de ventilation. C'est volontaire, ça fait perdre du temps chez les sauveteurs qui ne sont pas formés. Donc si vous n'êtes pas formé à la ventilation chez l'adulte, si vous n'êtes pas formé à l'utilisation d'un bas-vu, vous ne perdez pas de temps avec ça, vous faites des compressions sans vous arrêter. Si vous êtes formé par contre, vous faites des insufflations au ballon à valve unidirectionnelle, bas-vu, connecté à l'oxygène à haut débit. C'est pareil, vous mettez l'oxygène dans le bas-vu, vous mettez à 100%. 2 insufflations toutes les 30 compressions thoraciques. Donc généralement quand on masse, on compte 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir communiquer avec le deuxième sauveteur qui vient vous aider. Quand on arrête le massage, c'est vraiment juste le temps de l'analyse du DSA. C'est 5 secondes maximum avant de reprendre. Et comme je vous le disais, si on n'a pas de formation pour ventiler, on ne ventile pas, tant pis, on continue à masser. Et on pense surtout à relayer le masseur toutes les 2 minutes. Ça peut durer très longtemps, la réanimation d'un arrêt cardiaque chez une femme enceinte. C'est pas comme l'adulte au sens large, où généralement on envisage d'arrêter au bout de 30 minutes. Là, on n'envisage pas d'arrêter jusqu'à une concertation multidisciplinaire. Donc il faut se préparer à masser 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, voire plus. Ça peut être jusqu'à l'arrivée de l'ECMO. Donc vraiment être nombreux. Quand on a le DSA, on écoute ce qu'il nous dit. On vient passer les électrodes sur le thorax. Donc là, c'est pareil, si vous ne savez pas, dans le doute, vous les mettez comme c'est écrit sur le schéma, vous ne perdez pas de temps à vous dire « Ah bah j'ai une élévation du diaphragme, donc du coup le cœur est un peu plus haut dans la poitrine », tout ça c'est théorique. Vaut mieux placer les électrodes comme on les a sur le schéma, si on ne le sait pas, ou les mettre autrement. Dans l'idéal,
on met la palette gauche un petit peu plus haut et en axillaire sous le sein gauche pour éviter de prendre le fœtus dans l'arc de choc. Et surtout, on ne cherche pas à monitorer le fœtus. On est formé pour ça, c'est normal, c'est votre culture. Vous avez une femme enceinte, vous cherchez à avoir un rythme cardiaque fœtal. Si la patiente ne circule pas, le fœtus ne circule pas. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps à aller chercher un rythme. Si par contre on a déjà les capteurs qui sont en place dans une salle de naissance par exemple, au moment de délivrer le choc, on enlève les capteurs, ça peut brûler la peau de la mère et ça risque de faire un arc électrique et d'aller électrocuter en plus le fœtus. L'analyse du DSA, donc on pose les électrodes, on l'allume et on voit ce qu'il nous dit. Quand on a un choc à délivrer, bien sûr, on arrête le massage pendant l'analyse du rythme et pendant la délivrance du choc. Si l'appareil nous dit de ne pas choquer, on reprend tout de suite le massage. Donc ça, comme je vous l'ai dit, si le choc est conseillé, on relâche la latérodéviation, on arrête le massage le temps du choc et tout de suite, on reprend les 2 mesures. On reprend tout de suite le massage cardiaque et la latérodéviation de l'utérus. Dès que c'est possible, on scope la patiente. Et ensuite, vous avez votre équipe qui va arriver, votre renfort qui va arriver du bloc opératoire, qui va arriver de la réa, de la cardio ou autre. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Vous pouvez poursuivre la réanimation et surtout, comme Max vous l'a montré, bien préparer la ligne de perfusion avec un robinet 3 voies et un soluté qui coule. Vous ne prenez pas la tête, est-ce que je mets un gère lactate, du sérum physiologique, de la gélofusine? Vous prenez le premier soluté de remplissage qui vous vient sous la main. On met en place une voie veineuse périphérique. Là, n'allez pas en fémoral, n'allez pas au pied. Avec la compression cave, les médicaments ne vont pas remonter vers le cœur. Donc, allez en territoire cave supérieure. En gros, les membres supérieurs ou en jugulaire externe si vous savez le faire. On prépare l'adrénaline intraveineuse pour l'administration. Pas de dilution. Vous prenez l'ampoule. Si c'est une 1 ml, c'est tout, c'est un 1 ml. Si c'est 5 ml, vous mettez le pur dans la seringue. Et on prépare le matériel d'intubation si on sait le faire. Encore une fois, nous on préfère arriver avec tous les trucs dans le chariot que tous les trucs sortis du chariot où on ne sait pas comment. Et à nouveau, on se repose la question d'appeler l'ECMO et de réaliser une césarienne. Est-ce qu'on a aussi à disposition une antidote chez cette femme enceinte qui a peut-être eu du magnésium ou peut-être une intoxication aux anesthésiques locaux? Donc ces antagonistes-là, enfin ces antidotes, sont dans les chariots d'urgence. Si après 4 minutes, on n'a pas de récupération d'une activité circulatoire efficace, donc il faut réaliser la césarienne périmortem. Le but du jeu de l'extraction fœtale, c'est du sauvetage maternel. Ce n'est en aucun cas pour sauver le bébé. L'objectif est simple, c'est lever la compression cave pour assurer un retour veineux maternel, pour pouvoir réamorcer cette pompe cardiaque et améliorer l'efficacité de la réanimation cardio-pulmonaire. Si elle est trop tardive, si elle est au-delà de 5 minutes, c'est 100% de mortalité dès que l'utérus est palpable à l'ombilic. Donc attention, réalisation de la césarienne dans les 5 minutes, sur place. D'accord ? On ne déplace pas la patiente. Bon, si on est au milieu du couloir, on va peut-être se tirer dans une chambre ou dans la salle la plus proche pour ne pas faire une césarienne dans le couloir, mais on fait la césarienne sur place. Il y a des équipes qui se sont appropriées les aides cognitives en écrivant code rouge à l'appel. Moi, je trouve ça dangereux. Pourquoi ? Parce que code rouge, on est appelé, on entend code rouge, on n'entend pas le reste et on file en salle de césarienne. Là, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est rejoindre l'équipe sur place en prenant au passage une boîte, de quoi faire une extraction fœtale. Donc, boîte de césarienne si vous avez le temps, c'est encore mieux. Toute perte de temps sera préjudiciable dans ce cas-là. L'aide cognitive vous propose aussi un kit de césarienne. Donc si vous avez quelqu'un qui vient vous aider, qui n'est pas du tout de votre équipe ou je ne sais quoi, vous pouvez lui mettre l'aide cognitive dans la main, par exemple, en disant « tu me prépares ça ». Des gants, un badigeon antiseptique, c'est pareil, vous ne faites pas le cas de temps. Là. Vous passez juste un coup d'antiseptique pour préparer l'incision. Un bistouri froid, une pince à grippe, etc. Tous ces trucs-là que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Si vous n'avez pas tout ça à disposition, un bistouri va très amplement suffire. Du jeu, là, c'est vous ouvrez, vous sortez le bébé. Dans mon établissement, on a fait préparer une table sur roulette qu'on peut déplacer pour aller n'importe où il y a tout ce qu'il faut pour faire une césarienne. Ça peut nous servir dans la réa pour X ou Y situation, ça peut nous servir aux urgences ou autres pour faire la césarienne sur place. Donc là, les infirmières penseuses, elles ont pensé à tout. Vous avez l'aspiration, vous avez les champs, l'accueil du bébé, etc., etc. C'est très bien, mais ça peut être aussi un peu trop dans l'urgence.
En ce qui concerne l'ECMO, donc avec le Covid, les grippes, etc., on en a entendu parler en long, en large, en travers. C'est un dispositif extracorporel d'assistance circulatoire qui est utilisé en urgence pour l'arrêt cardiaque réfractaire au choc cardiogénique. L'idée de brancher cette machine-là, c'est de suppléer le cœur en attendant de trouver une solution pour faire autrement. C'est un équipement qui est très lourd, mais le taux de survie sous ECMO est plutôt favorable si l'arrêt cardiaque est d'origine cardiaque. Donc, sur l'aide cognitive, là c'est un extrait à nouveau de l'aide cognitive, on a un endroit pour mettre le numéro de téléphone pour ne pas le chercher dans la panique. D'accord ? Dans la région, on appelle le CHU de Lille, on a l'interne de cardio, enfin de chirurgie cardiaque, on lui explique la situation, il en réfère à son senior, il nous rappelle, pendant ce temps-là, ils mettent en alerte le SAMU, c'est le SAMU qui va vous amener la pompe et le chirurgien. Par contre, là, maintenant, la patiente, elle montre des signes de récupération. Donc là, on est content, on a été efficace. Comment ça va se traduire, ces signes-là ? Ça va se traduire par quelqu'un qui va à nouveau respirer spontanément, qui va ouvrir les yeux, qui va bouger. Ça, c'est quand même rare qu'on ouvre les yeux et qu'on bouge après un arrêt cardiaque inopiné. On va surtout montrer des mouvements thoraciques de respiration. Ça va être le premier signe qui va réapparaître. Dans ces cas-là, on la met en position latérale de sécurité. On revient sur l'algorithme standard et surtout, on ne se barre pas faire je sais pas quoi. On reste à côté parce que l'arrêt cardiaque peut se reproduire à tout moment. Donc à nouveau, un extrait de l'aide cognitive. Dès la reprise du rythme spontané, on discute transfert au bloc pour hémostase si la césarienne a été réalisée, le transfert en centre spécialisé, la sédation pour le transfert en réanimation ou la nécessité d'une choro, par exemple, dans les causes curables d'arrêt cardiaque rapidement. Hop. Donc, il faut du monde, on n'est pas Shiva, et de toute façon, on ne fait rien tout seul. La coordination des efforts est souvent plus difficile, plus il y a de monde, plus c'est difficile, mais on a besoin de beaucoup d'intervenants. Donc le médecin anesthésiste doit être celui qui prend le leadership dans ces situations-là. À nouveau, l'intérêt des aides cognitives. Là, j'en ai mis que des extraits. Hein. En fait, c'est un recto verso. Vous pouvez le trouver sur le site de la SFAR. On confirme l'arrêt cardiaque, on note l'heure, on débute le massage, on arrête les thérapeutiques, on appelle à l'aide et on se prépare à faire la césarienne en urgence. On rapproche le chariot d'urgence, le plan dur, etc. On récline l'utérus s'il est palpable. On vérifie que tout le monde est là et on se dit entre nous, je prends le lead. On fait l'extraction fœtale sur place. Et on alerte l'ECMO le plus rapidement possible dans la procédure. L'attend, c'est bien beau, on prend en charge un arrêt cardiaque, mais il faut savoir pourquoi la patiente s'est arrêtée. Donc là, à nouveau, dans l'aide cognitive, vous avez un tableau qui est quand même assez dense, je vais vous le montrer juste après. Moi, pour m'aider dans ces situations-là, il ne faut vraiment pas réfléchir, je me dis 5H, 5T. Donc je vous propose mon moyen mnémotechnique, les 5H en cause d'arrêt cardiaque, c'est hémorragie, hypoxémie, hypovolémie, là je pense surtout à l'anaphylaxie ou au choc septique par exemple, hypo ou hyperkaliémie et hypothermie. Donc le tableau dont je vous parlais, on va y aller dans l'ordre. Pour le H de l'hémorragie, est-ce que je suis sur une hémorragie du postpartum immédiat? Est-ce que j'ai du sang d'extérioriser ou est-ce que j'ai un abdomen qui se gonfle sous mes yeux? L'hypoxie. Comment je vais me dire que c'est de l'hypoxie? C'est si j'étais là déjà avant l'arrêt cardiaque, la patiente elle a commencé à être cyanosée ou à désaturer. L'hypovolémie. Donc là, c'est surtout l'anaphylaxie qu'il faut évoquer. Est-ce qu'elle a eu des médicaments jusque-là? Est-ce qu'elle est en contact avec le latex? Est-ce qu'il y a des allergies connues chez cette patiente qui a potentiellement eu des pénicillines alors qu'elle était allergique, etc. Comment on va évoquer ça? C'est est-ce que la patiente elle a présenté une dyspnée? Elle s'est plainte d'une gêne respiratoire? Est-ce qu'elle a eu une éruption cutanée? Ou est-ce que ça se traduit d'emblée par un collapsus? Les dyskaliémies, c'est quand même rare chez la femme enceinte, mais ça peut vous arriver chez une patiente qui a des vomissements gravidiques incoercibles, par exemple. Et l'hypothermie, patiente retrouvée dans la rue ou autre, ça c'est quand même moins souvent chez la femme enceinte. On passe ensuite au 5T. Donc le premier T, c'est la thrombose, qu'elle soit cardiaque ou pulmonaire. Donc il faut se dire que ça peut être potentiellement un infarctus, une embolie pulmonaire ou une embolie amniotique. Donc à nouveau, quels sont les signes? Bon, ils ne sont pas très discriminants, hein, mais c'est en gros de la dyspnée, de la douleur thoracique, de la cyanose
Et pour les embolies amniotiques, ils pensaient quand on a des agitations anormales, des convulsions, par exemple. Ensuite, la toxique. Là, ça prend toute sa place chez la patiente, notamment en salle de naissance. Est-ce qu'elle a reçu du sulfate de magnésium? Est-ce qu'elle a reçu des anesthésiques locaux? Est-ce qu'elle a reçu d'autres médicaments anesthésiques? Faut penser dans ces cas-là à avoir sous la main les antidotes dont on a parlé jusque-là. Et également, est-ce qu'elle a pris des toxiques? Ça peut être une overdose à la cocaïne ou autre médicament. Le T de tension, donc notamment la crise d'éclampsie, Max en a largement parlé, avec des convulsions en premier lieu. Le pneumothorax suffocant, c'est quelqu'un qui a une douleur dans la poitrine, qui s'étouffe et boum, arrêt cardiaque, ou la tamponnade cardiaque, mais là vraiment on part sur des étiologies beaucoup plus rares chez la femme enceinte, mais ça peut arriver notamment sur la dissection aortique. Hop, donc ça c'est la suite de l'aide cognitive, je vous la mets juste pour information. On va sortir de cette salle quand même avec des idées très simples et claires à mettre en place. Premièrement, je masse. Deuxièmement, je prévois de faire une césarienne et je préviens mon ECMO. Et la suite, c'est à faire un peu de spécialiste ou en tout cas de renfort. On a à nouveau le rappel de récliner l'utérus, l'administration d'adrénaline, etc. pour les rythmes non choquables. Ça, c'est surtout la situation rencontrée chez la femme enceinte. Et quand on a un rythme choquable, on a une petite différence par rapport aux autres arrêts cardiaques. C'est le relais plus rapidement à l'amiodarone ou à la lidocaïne. Mais tout ça, ça devient trop compliqué pour nous aujourd'hui. En gros, en sortant de cette salle, on va se dire que l'arrêt cardiaque chez la femme enceinte, c'est un événement rare et stressant. La prise en charge en est standardisée, mais encore faut-il s'en souvenir dans la panique. D'où l'intérêt d'avoir ces aides cognitives à disposition. Une réanimation cardio-pulmonaire immédiate avec tout de suite latérodéviation à gauche de l'utérus. Est-ce que je suis en mesure de faire une césarienne en moins de 5 minutes sur place? Est-ce que j'ai intérêt à préparer un kit dans mon établissement, par exemple? Et pensez à l'ECMO. Est-ce que dans mon établissement, j'ai une procédure qui est formalisée, que ce soit à l'échelle de votre établissement ou à l'échelle régionale? Normalement, ce genre de choses, maintenant, sont quand même assez facilement disponibles. Et l'entraînement, le plus simple, c'est encore d'avoir des mannequins et de pouvoir faire de la simulation, mais il ne devrait pas trop tarder. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous font réagir, notamment la césarienne périmortem? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler? Ouais, c'est bon, c'était déjà connu pour la plupart d'entre vous. Tant mieux, c'est que les messages passent. Alors, on est un petit peu étonné et agréablement surpris. A priori, je ne sais pas si la session était fléchée comme atelier, mais on est très content d'avoir beaucoup de monde. En fait, ce que je vous avais dit au début de la session par rapport aux mannequins, on ne savait pas s'ils allaient arriver ou pas, ils sont en train d'arriver. Donc je vous propose, si ça ne vous dérange pas, pour ceux qui veulent éventuellement rester un petit peu et éventuellement déborder sur la pause, on va avoir 2 mannequins procéduraux pour un entraînement à l'arrêt cardiaque. Alors effectivement, vu que vous êtes très nombreux, ça va être difficile que tout le monde y passe, mais ça peut permettre peut-être d'avoir des messages un peu plus clairs sur les petits tips pour bien masser. En plus, on a du coup une application qu'on a sur smartphone qui permet éventuellement de tester un petit peu les performances de la personne qui masse. Donc éventuellement, il y en a quelques-uns qui vont pouvoir venir. Voilà, donc ils sont en train d'arriver. Donc si vous avez un petit peu de patience, d'ici quelques minutes, les mannequins arrivent.